Proche-Orient, bombardement israélien sur Gaza, un génocide banalisé. Nous nous interrogeons encore, mesdames, messieurs, ce matin. C'est toujours un plaisir, mesdames, messieurs, de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Bonjour. Proche-Orient, bombardement israélien sur Gaza, un génocide banalisé. Nous nous interrogeons, mesdames, messieurs. Les bombardements de la bande de Gaza sont une campagne de bombardement aérien sur la bande de Gaza menée à compter depuis le 22 octobre 2023 par l'armée de l'air israélienne pendant la guerre entre Israël et le Hamas. Au cours de ces bombardements, les frappes aériennes israéliennes visent l'ensemble des localités des camps de réfugiés palestiniens, des écoles, des hôpitaux, des mosquées, des églises et des infrastructures civiles de la bande de Gaza. Pendant ces bombardements, les frappes aériennes israéliennes ont abouti, selon le ministère de la Santé du Hamas, à la mort de plus de 33 545 Palestiniens, dont 12 300 enfants. Et jusqu'à preuve de contraire, mesdames, messieurs, les bombardements continuent. Au moins 33 545 morts, au moins 72 156 blessés, au moins 7 000 à 12 000 disparus. Et pendant ce temps, la communauté dite internationale ne s'émeut pas du tout de ce qui se passe du côté de la bande de Gaza, du côté de la Palestine. Les enfants, les nourrissons sont tués à coups de balle, mesdames, messieurs. Et personne ne dit jamais rien. Aujourd'hui, Israël est accusé de crimes de guerre en raison du grand nombre de victimes civiles et du pourcentage élevé d'infrastructures civiles détruites. Pour sa défense, Israël déclare avoir utilisé un système de notification d'évacuation à grande échelle et prétend que ces cibles sont utilisées par le Hamas. De qui se moque-t-on? En janvier dernier, des chercheurs de l'Université de l'Oregon et de l'Université de la ville de New York estiment que 62% des bâtiments de la bande de Gaza ont été endommagés et détruits. Finalement, que reste-t-il? Le 22 octobre dernier, des avions israéliens, les F-35, ont bombardé des zones entourant les hôpitaux, des maternités. Et tout ça sans que personne ne lève le petit doigt pour dire à Israël d'arrêter. D'ailleurs, une résolution avait été prise du côté des Nations Unies contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, mais ce dernier a carrément déchiré cette résolution en disant, pour lui, la communauté internationale, alors le droit international n'existe pas. Une question cependant, est-ce que Netanyahu est au-dessus des lois? Est-ce que le gouvernement israélien reconnaît encore aujourd'hui le droit international ou alors le bafoue? Parce que jusqu'à preuve de contraire, le reste des humains sur terre crie à haut en disant Netanyahou assez, ce sont des humains. Les Palestiniens sont des humains comme les Israéliens sont des humains. Mais comment comprendre qu'un homme avec une grande armée prenne l'initiative de tuer des gens qui n'ont aucune arme, de tuer des gens qui n'ont que comme moyen de défense des pierres? Voilà pourquoi, mesdames, messieurs, nous également, nous nous interrogeons ce matin. Proche-Orient, bombardement Israël sur Gaza. Est-ce un génocide carrément oublié? Est-ce un génocide banalisé? Nous nous interrogeons. Pour répondre à nos questions, soyez patient Parfum d'Homme, il est notre invité ce matin. Patient Parfum d'Homme, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Jesselengos, bonjour à nos nombreux internautes et téléspectateurs. Téléauditeurs, parce qu'il y en a aussi qui dans leur voiture écoutent tranquillement Panafricanist TV sans avoir envie de voir les images parce qu'ils sont en train de conduire, mais au moins ils suivent les débats et c'est très important. À nos techniciens, merci pour les efforts que vous faites au quotidien et à tout l'encadrement de cette très belle aventure qu'est Panafricanist TV. Beaucoup de courage et le combat continue. Le combat continue, patient Parfum d'Homme. Nous nous intéressons aujourd'hui au bombardement Israël sur Gaza. Finalement, est-ce un génocide banalisé?
Non, d'abord, il y a deux informations qu'il faut légèrement rectifier. Nous avons traversé la barre de plus de 30 000 morts depuis très longtemps. Selon les estimations du Hamas, nous ferons 50 000 morts. D'autres experts internationaux parlent même de 100 000 morts. Bon, voilà, et ça c'est premièrement. Et puis deuxièmement, on ne peut pas dire que l'opinion mondiale s'est tue. Non, l'opinion mondiale ne s'est pas tue. La preuve, dans votre propre introduction, vous avez parlé de ces condamnations et de la CIG et des mandats d'arrêt qui sont lancés d'ailleurs par la CPI, leurs propres instruments d'ailleurs, contre M. Netanyahou et son gouvernement. Le problème qui se pose, parce que est que M. Netanyahou a des soutiens. Et parmi ces soutiens, les plus puissants hier encore était le gouvernement de M. Biden, Sleepy Joe, et aussi des espèces de chauves-souris politiques comme M. Macron, qui soutenait aveuglement la politique criminelle de M. Netanyahou avec pour argument Israël a le droit de se défendre. On ne sait pas ce que c'est se défendre quand vous tuez des centaines de personnes comme ça, des milliers d'enfants, de femmes surtout, et on nous explique que vous êtes en train de vous défendre. Donc, c'est une perception, n'est-ce pas, de la vision globale du monde qui avait voulu, à un certain moment, présenter Israël comme une exception. Parmi tous les autres États, d'ailleurs, la manière dont il fut créé peut laisser penser qu'il était une exception. Mais une exception aussi sur le plan de la perception spirituelle et civilisationnelle d'Israël. Aujourd'hui, Israël a fait, par exemple, bon, ceux qui sont au pouvoir, parce que je continue de dire, il y a plusieurs Israël, comme il y a plusieurs Juifs. Le sionisme, c'est autre chose. Ils ont fait la Bible leur niveau de cadastre et estiment que le territoire qu'ils occupent est petit et que ceux qui sont dans leur vrai territoire doivent dégager de là. C'est pour ça que la moindre petite étincelle, ils agissent avec une brutalité hors norme. Mais la confrontation ou bien le massacre hors norme des Palestiniens par Israël n'a pas commencé seulement après l'attaque du 7 octobre. Le dire, c'est un narratif qui est faux, faux, faux et archi faux. Il est bien antérieur au narratif du 7 octobre. Quand on pense au massacre de Chabra et de Satila au temps de M. Ariel Sharon, il faut le savoir quand même, oui. Les massacres des camps de Jenin, etc., etc. Il y a l'histoire des relations tumultueuses de près de 70 ans dans cette partie du monde où on est venu installer une communauté qui estime qu'elle a tous les droits dans un espace qui partirait pratiquement de la Syrie, avant le Liban, au passage, la Jordanie, la Cisjordanie, parce que là maintenant, ils ont déplacé le front de guerre. Il n'y a pas que la bande de Gaza, mais la Cisjordanie qui a aussi violemment ciblé surtout les camps de réfugiés, le Liban, la Cisjordanie, le Sinaï égyptien et même une partie de l'Égypte, que ça fait partie de ce qu'ils appellent Israël historique. Tant qu'ils n'auront pas conquis, d'ailleurs, ils ont beaucoup d'historiens et beaucoup de turéféraires qui agissent dans ce sens-là, tant qu'ils n'auront pas conquis cet espace, ils vont continuer à avoir ces comportements d'une extrême barbarie comme ce que nous connaissons. Il y a des gens qui expliquent les deux barres bleues. Quand vous voyez l'État d'Israël, il y a cette étoile, une barre bleue en haut et une barre bleue en bas. Certains experts de l'État d'Israël vous expliquent sans pincer rire que la première barre bleue, c'est l'Euphrate. Vous voyez où se trouve l'Euphrate? C'est en Irak. Et la seconde, c'est le Nil. Vous voyez où se trouve le Nil? C'est en Égypte. Que c'est cet espace-là qui est leur État. Alors, à partir de ce moment-là, vous ne pouvez qu'avoir des fous comme M. Netanyahou, dont le papa lui-même était un historien un peu loufoque, qui a construit, n'est-ce pas, cette perception de ce que serait le grand Israël et dont le fils est en train d'appliquer à la lettre, n'est-ce pas, la violence qui devait être subséquente à l'accaparement de cet espace dans leur vision. Donc nous sommes là face à des gens qui sont complètement, qui ne tiennent pas compte aujourd'hui de la réalité du monde. Bon, je peux vous dire, M. Ngoz, nous, certains Africains, les Kémites, ils estiment que c'est leurs ancêtres qui ont construit les pyramides.
Est-ce à dire que nous devons aller maintenant chasser les Arabes, les descendants de tous ceux qui ont envahi l'Égypte, en leur disant vous continuez de percevoir des royalties, même touristiques, au niveau de ces pyramides et de tout ce qui va avec, parce qu'ils exploitent pas seulement les pyramides physiques, ils vont là-dedans, ils prennent des sarcophages, ils prennent des objets d'art qui sont très chers et c'est les touristes et ça bénéficie à des peuples, entre guillemets, qui ne seraient pas les peuples kémites. Si je vais loin, j'ai écouté le ministre iranien des Affaires étrangères qui expliquait carrément que mais ça fait 5000 ans que notre peuple, qu'on appelle les Perses, ne sont partis de l'Inde pour venir s'installer là où nous sommes aujourd'hui. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, nous avons le droit de faire le chemin retour, aller en Inde, au niveau de la terre de nos ancêtres, pour réclamer et chasser ceux qui sont là en les broyant, en admettant même que nous sommes d'accord avec le narratif biblique. Ça pose un problème. Donc le monde évolue, le monde n'est pas ce qu'il est là aujourd'hui. Quand vous prenez votre pays, le Cameroun, on va vous dire que les habitants de la forêt, les premiers habitants de la forêt étaient les pygmées. Bon, si une nation pygmée émerge et qu'on lui donne les moyens, ils vont donc dire, bon, allez, dégagez, donnez-nous notre terre, parce que c'est nous qui étions là. Non, ce n'est pas possible. L'histoire est ainsi faite, des guerres, des conquêtes, des mélanges, des cultures, des civilisations, etc., etc. Et ça donne le monde que nous avons. Sauf que, sur le plan international, il y a un certain nombre de règles qui ont été édictées. Malheureusement, l'État d'Israël ne les respecte pas. Il ne les respecte pas parce qu'il y a des gens qui continuent d'avoir une lecture, n'est-ce pas, et de la politique, et de la culture, et de la civilisation, qui est complètement en déphasage avec les réalités que nous avons. Et malheureusement, ce sont des criminels, comme c'est le cas de M. Netanyahou, et des gens qui sont avec lui, qui estiment que les Palestiniens, ce sont des animaux humains. Quand quelqu'un a le courage de dire un truc pareil, d'autres ministres de Netanyahou n'ont pas hésité. Ils ont dit qu'il faut balancer une bombe atomique au niveau de Gaza pour rayer de la carte tout ce monde-là. D'autres vont loin en disant que non, il n'y a pas de différence entre les civils palestiniens et les Hamas. Ils sont clairs. Donc, comment voulez-vous qu'un type comme M. Biden et son équipe Blinken, tous ces gars-là, les Blinken, lui aussi, c'est pas un Américain de souche, hein, il est dans un pays qu'on appelle les États-Unis, alors que ses parents sont venus, je crois, si ce n'est pas de Pologne, c'est en Ukraine, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez ces gens-là, c'est eux qui décident. Et ils sont prêts à continuer à maintenir cette pression, cet apartheid, ce massacre à très grande échelle, ce génocide qui ne dit pas son nom, sur une pauvre population qui est désarmée. Et une fois de plus, c'est le droit international qui est déchiré, qui est mis à mal et qui pousse certains à penser qu'il faut refonder l'ONU, il faut refonder le droit international, il faut refonder même la notion de droit de peuple à disposer d'eux-mêmes en lui donnant des caractères coercitifs pour que quelqu'un ne soit pas tenté d'agir comme Israël et ses acolytes agissent aujourd'hui. Si un jour il devait avoir un procès contre M. Netanyahou, il faudra vraiment qu'on convoque à la barre, ce moment-là, les dirigeants américains actuels, les dirigeants de l'Union européenne et de l'Occident actuel, parce que tous ces gens-là sont complices des massacres des Palestiniens. Ah, j'oublie aussi quelques dirigeants arabes, parce que certains dirigeants arabes aussi ont été, le moins qu'on puisse dire, fallo, complètement à plat ventre devant cette politique-là, sans pouvoir protester convenablement. Passion parfaite d'homme, en 1990, à la fin des années 1990, l'année 1990, on nous a dit que Saddam Hussein a annexé le Koweït. Tout de suite, il y a eu une intervention militaire du côté de l'Irak. Ce fut la première guerre du Golfe. Et puis, il y a également eu la seconde guerre du Golfe. Finalement, Saddam Hussein a été pendu haut et court. En 2010, on nous a fait savoir qu'en Libye, Muammar Kadhafi était en train de gazer, de tuer, on va le dire, ses compatriotes. Pourtant, c'était un film bien monté du côté d'Hollywood. Là encore, cette même communauté internationale a pris l'initiative d'aller intervenir de ce côté-là. Qu'attend la communauté internationale pour intervenir aujourd'hui en Israël et lui dire d'arrêter? Cette fameuse communauté internationale autoproclamée n'a pas exécuté Saddam Hussein ni Kadhafi pour des raisons qui ont été évoquées. Je veux commencer par l'Irak.
Vous savez qu'à un moment donné, dans cette région-là du Moyen-Orient, il y a une guerre qui a opposé l'Irak à l'Iran. C'est une guerre qui a duré très longtemps. Au point où même dans les ménages au Cameroun, quand les parents ne s'entendaient pas, tu entendais les enfants dire « Ah, c'est grave, l'atmosphère c'est Iran-Irak » pour rire un peu. Et dans cette confrontation-là, l'Irak était soutenu par qui? Par les Américains. Attention, il fallait défaire le régime des mollahs iraniens. Donc, Saddam Hussein et les Américains, à un moment donné, l'Occident, ils étaient comme ça, ils étaient des amis, comme que chemise. Donc, Saddam Hussein se souvient donc que les champs pétroliers qui sont exploités par le Koweït, normalement, appartiennent à une région qui appartient à l'Irak. Il annonce même aux Américains qu'ils sont de récupérer ces champs pétroliers. Écoutez-moi très bien, vous allez comprendre le fond de la guerre. Les Américains disent, ah ben si c'est ton intention, bon, il n'y a pas de problème. Vraiment entre amis, si tu veux. Saddam Hussein lance donc l'offensive contre le Koweït. C'était le piège dans lequel lui-même était tombé. Et ses amis américains occidentaux se retournent donc contre lui. Alors, mais le problème de fond, c'était lequel? C'était que l'Irak de Saddam Hussein avait déjà formé 500, je dis bien 500 ingénieurs en physique nucléaire. Donc, ils étaient dans un processus pour pouvoir fabriquer la bombe atomique. Donc, il fallait tout faire pour éventrer ce projet. Mais comment le faire? C'est la faute. Et comme cela n'était pas suffisant, on a vu M. Colin Powell venir un jour, après les attentats de 11 septembre, venir un jour à la tribune de l'ONU avec une fiole nous expliquant que l'Irak possède des armes de destruction massive. Bon, c'était ça. Après avoir défait l'Iran, une bonne partie de ces ingénieurs physiciens ont été récupérés et mis au service des États-Unis. Ceux qui avaient refusé de se mettre au service des États-Unis ont été purement et simplement éliminés. L'Iran a continué à tenter de rattraper un retard parce qu'au temps du Shah d'Iran, ils avaient aussi un programme nucléaire, mais qui, après la chute du Shah d'Iran, a été mis en boisson. Ils ont repris. Et vous allez vous rendre compte avec quelle férocité, quelle détermination, les États-Unis et Israël mettent toujours un point d'honneur autant pour moi à supprimer tous ces ingénieurs en physique nucléaire iraniens. Parce qu'ils ne voulaient justement pas que l'Iran aussi se dote de l'arme nucléaire. Malheureusement, pour eux, je crois que tout le monde comprend aujourd'hui que l'Iran détient l'arme nucléaire. La Libye, de M. Kadhafi. À un moment donné, Kadhafi a acheté l'arme nucléaire. Il a acheté des bombes nucléaires. Et les Occidents, après l'attentat de Lockerbie, cet avion qui avait explosé je crois, la Paname d'une compagnie américaine au-dessus de l'Écosse, où il y avait beaucoup d'Israéliens, nous dit-on, dedans, on a lancé Kadhafi dans un processus de négociation pour indemniser des familles. Mais pour que Kadhafi, les sanctions soient levées sur la Libye et qu'il revienne dans ce qu'ils appellent la communauté internationale, on a fait un deal avec lui. Il fallait qu'il rétrocède tous les éléments de composition de l'arme nucléaire qu'il avait déjà acheté. Quand il l'a fait, c'était fini. Le cinéma que vous avez vu à Paris sur la tente, il était déjà tellement infiltré. Les infiltrations sont parties de partout. Même certains hommes politiques camerounais faisaient partie de cette infiltration. Donc on savait effectivement que pesait Kadhafi, en quoi il était capable de résister et pas. Et après on l'a éliminé. Qu'est-ce que je suis en train d'expliquer par là? Le fond du problème dans cette affaire-là, c'est que l'Occident n'a jamais accepté que, en dehors de la Chine, bon, de la Russie et d'autres pays comme le Pakistan, vous avez vu ce qui est arrivé au père de la bombe atomique pakistanaise, qu'aucun autre pays qui ne leur soit pas docile soit capable de se doter de la dissuasion nucléaire. C'est pour ça que le petit Kim Jong-un de la Corée du Nord rigole. Il sait qu'il a la dissuasion nucléaire. Ça a même produit le feu, comme on dit. Personne ne peut le toucher. Personne. Et il menace tous les jours. Il menace le Japon. Il menace même les États-Unis. Tu ne peux pas le toucher.
Quand il fallait mettre fin à l'apartheid, l'une des propositions qu'on a fait à Mandela, c'était de démanteler le programme nucléaire sud-africain. C'est aujourd'hui que les Sud-Africains recommencent. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'avec une Afrique du Sud qui détient l'arme nucléaire, Kadhafi ne serait pas mort. Actuellement, où nous parlons, je vois beaucoup de choses. Bon, excusez-moi, quand je veux dire ça, les gens vont se fâcher. Il y a beaucoup d'agitation. Combien d'universités en Afrique ont des départements où on étudie l'atome, de physique nucléaire? Combien? Ils sont moins de 50. Plus de 30%. Non, pas peu. Plus de 30 dans les 50. Plus de 30 dans les 50 sont au niveau de l'Afrique du Nord. Égypte en premier. Deuxième, l'Algérie. Et je crois un peu le Maroc. Je dis bien un peu. Pas beaucoup. 7. Il y en a 7 universités en Afrique du Sud. 2 au Nigeria, dont l'université de Zaria. Et une seule université au Ghana. Parce que le programme nucléaire ghanéen, c'est autant de Nkrumah déjà. C'est même une des raisons pour laquelle il a été évincé de pouvoir. Il faut bien retenir ce que Santé vous raconte là aujourd'hui. Donc, tout le monde là qui bavarde, on va avoir l'arme nucléaire, comment? Ça commence par des programmes de formation à la base. Il faut réorienter l'éducation africaine. Il faut qu'on forme des ingénieurs qui savent, qui maîtrisent l'atome. Il faut qu'on ait une véritable industrie sidérurgique. Il faut que notre acier soit capable de faire plusieurs alliages. Il faut qu'on maîtrise des questions de refroidissement de l'eau. Il y a beaucoup de secteurs qu'il faut maîtriser. On ne se lève pas un beau matin et on dit on va avoir la bombe atomique. C'est des bavardages. C'est justement pourquoi je vous posais la question. Le prétexte qui avait été utilisé, c'est qu'on tuait justement des civils. Pourquoi ne pas utiliser, aujourd'hui, on est en train de tuer des Palestiniens, des nourrissons? Qu'est-ce qui empêche la communauté internationale d'intervenir à Israël? Mais d'abord, qu'est-ce que tu appelles qui communauté internationale? C'est les mêmes, on prend les mêmes, on recommence. Bon, alors on recommence. On a, comme tu veux, nous avons les États-Unis et leur petit bordel qu'on appelle le Canada. Vous avez la France, leur petit toutou. Hein, vous savez, les petits chiens de compagnie dans les maisons là. Vous avez l'Angleterre et tous ces gens où on chante God Save the Queen. Maintenant, il semble que c'est the King depuis que Charles est là. Donc les gens comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, ils se sont assis un jour, ils ont dit, bon, l'Allemagne aussi qu'ils ont coopté, ils ont été vaincus, mais Olaf Scholz, là aussi, c'est le nouveau toutou dans la maison, au point d'accepter le démantèlement de l'industrie allemande, qui était la plus puissante d'Europe, qui est en perte de vitesse. Bosch, fermé. Mercedes, 3 grandes usines qui ont fermé. Et les employés qui restent, on leur demande, on leur a déjà annoncé, on va baisser les salaires. Voilà l'Allemagne d'aujourd'hui. C'est ces gens-là qui se sont assis, ils ont dit, la communauté internationale, c'est nous. Surtout depuis la chute du mur de Berlin. Ils prennent un communiqué, ils disent, la communauté internationale a dit que. Bon, maintenant, regardons le Sud global. Dans la communauté internationale, là, vous n'avez pas la Chine, vous n'avez pas l'Inde, vous n'avez pas l'Indonésie, 400 millions d'habitants, vous n'avez pas le Nigeria, vous n'avez pas l'ensemble, le Brésil, l'Iran, l'ensemble des autres pays du Sud global qui, à eux tout seuls, sont presque les 3/4 de la population mondiale. Communauté internationale veut dire, bon, en français, les mots ont un sens. Hein. Une communauté, c'est quoi? C'est quoi une communauté? Donc, voilà donc les gens qui disent qu'ils sont la communauté internationale. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre puisse remettre en cause leur hégémonie sur le plan international. Ils tuent les Palestiniens parce que l'un de leurs membres, sans que une mouche ou bien un moustique l'a piqué qu'on appelle la Palestine, il faut aller massacrer, ils s'en foutent. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. C'est eux qui sont à la manœuvre. Mais surtout, je vous l'ai dit sur ce plateau, des lobbies israéliens qui soutiennent le gouvernement de Netanyahou, ils sont incrustés, excusez-moi l'expression, incrustés au cœur des pôles de décision de ces différents États-là. Vous ne pouvez rien faire sans eux. C'est ça. Et ils ont domestiqué complètement les centres de décision de cette prétendue communauté internationale autoproclamée. Donc finalement, ce génocide qui est perpétré aujourd'hui est banalisé. Mais je vous rappelle que quand les États-Unis larguent 2 bombes à Hiroshima et Nagasaki, l'armée japonaise est déjà défaite. Si quelqu'un discute, on va en débattre. La guerre est déjà finie. Elle est finie. Et il y a eu un arrangement entre les États-Unis et l'Union soviétique de Staline pour que les derniers postes de résistance,
japonaise à partir de Vladivostok soit éliminée. Et l'armée soviétique était déjà en marche pour rentrer au Japon. Mais ils ont quand même lancé les 2 bombes. Vous voyez les gens là comme des gens sérieux. C'est pour ça que quand les Africains sont là, ils regardent, ils disent que oui, on va, l'ère du verso, sans que vous ne vous constituez une véritable force pour que vous ne soyez plus dominé demain. Moi, ça me fait beaucoup rire. Et après, vous voyez dans nos États, les petites batailles de chiffonniers. Chacun fait son cinéma. Vous écoutez Kaka Déby dit, moi je vais sortir de la force mix internationale là, pour combattre Boko Haram. Ça pour faire quoi? Vous voyez dans un pays comme le Cameroun, les petites batailles de chiffonniers dans les cuisines. Oh, on va enlever Biya, oh, moi je soutiens Biya, oh, machin. Voilà. Nous sommes là. Vous voyez où sont les autres? Ils sont dans les projets sur 25, 50 ans, 100 ans. Nous sommes là en train de regarder. Quand je dis qu'il faut qu'on fasse du dictat politique de notre continent, parce que moi aussi je me mets à rêver 50, 100 ans. Je me dis, regardez l'Afrique centrale. Si nous avons une fédération des États de l'Afrique centrale, d'ici 50 ans, ce qui va se sortir ici, de notre espace, ça va être génie. Alors, mais si nous continuons, chacun de nous, à être dans des politiques de sissiparité, c'est ça, de division à l'infini, hein? Quand on rentre dedans, on ne finit jamais, on n'en sort pas. Bon, ça me faisait un peu rigoler, je pense à mon ami Jacques Adomon, personnellement, on rigolait souvent, parce que quand je l'entendais dire région, j'ai dit c'est quoi région? Il dit que non, nous les Bamons c'est région. C'est-à-dire que les gens ne disent que nous qui Bamou nouveau, Bamou région. Donc vous demandez une région, je me marrais à mort. Parce que vous aussi un jour vous allez demander un État. Comme d'autres réclament les États. Tu peux voir, les gens ne font que se sectionner, ne font que diviser. Après, on a un truc en bas, en charpie. Quand M. Trump va se lever et il va vous traiter de shit hole state, les gens vont commencer à se fâcher. Fâcher pourquoi? Le gars, il a presque raison. C'est-à-dire vous avez une force, mais vous ne savez pas l'utiliser. C'est comme un enfant qui a les poches pleines de diamants. J'aime bien prendre cette expression. Et il meurt de faim. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de vous? Nous avons des élites qui ont été formatées par l'Occident, par Paris, par Londres, qui pensent que la vie, la politique, le demain, c'est ce qu'on leur a appris là. C'est faux. D'abord, les gens qui récitent. Docteur, professeur agrégé, tu as produit quoi? Il ne fait que réciter ce qu'on lui a appris. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, M. Ngos. Nous avons les mines de fer de Balam. Je vais parler de ça jusqu'à ce qu'on me coupe ma tête. Quand on dit qu'on va exploiter de manière concomitante dans une joint venture avec le Congo, mais on va utiliser le port de Kribi. C'est-à-dire, on prend le minerai, raw material, comme les anglophones, on met dans les wagons. Ça va dans les cas des bateaux, ça part. On ne vous parle pas d'un projet de transformation de ce fer localement pour le transformer en acier avec tous les dérivés que nous connaissons. Et pour avoir un projet comme ça, on se prépare sur 10-15 ans. C'est-à-dire quoi? On commence à former les enfants maintenant, à partir du secondaire, dans les métiers qui ont trait à l'exploitation de ce fer. Ça ne se fait pas. On continue de nous faire les bacs en latin. Hein? C'est un intellectuel, il est très fort. Il fait quoi? Il est professeur en littérature comparée. Je dis que ça veut dire que quoi? Qu'est-ce que ça veut dire cette connerie? Hein? Donc voilà où nous en sommes. Voilà où nous en sommes. Donc je crois que même nous là, qui parlons français là, les gens disent qu'il est trop fort, hein, il sait agencer les mots, hein, ce sont des conneries. Parce que dans le monde de demain, nous-mêmes là, si on ne sait rien faire de nos 10 doigts là, avec ce que nous ne savons rien. Merci à vous, Pacha, pour avoir été les nôtres. C'est moi qui vous dis merci. J'ai dit que la citation de Gramsci, elle est très juste dans cette période, dans ces moments que nous traversons. Le vieux monde s'effondre. Dans le nouveau monde est lent à apparaître. Et c'est dans ce clair-obscur que surgissent les monstres. Et parmi ces monstres, c'est M. Netanyahu, c'est M. Biden, c'est Ursula von der Leyen, c'est tous les cons comme Macron que vous voyez là sur le plan. C'est ça les monstres. Et c'est une prophétie en termes de réflexion philosophique qui a toute sa place. Donc c'est tout à fait normal qu'on passe par cette étape où nous serons obligés de nous frotter à ces monstres-là, mais c'est pour laisser apparaître le nouveau monde qui, je l'espère, aura aussi l'empreinte de l'Afrique. Et cette Afrique-là devrait être une autre Afrique que celle qui a été dessinée par la fameuse conférence de Berlin 1884-1885. Conséquence, toutes nos frontières-là, on doit les déconstruire pour former des entités plus viables
capable de faire éclore et émerger le génie africain qui sera attendu à ce formidable rendez-vous du donner et du recevoir. Et je terminerai justement par cette pensée. L'élite africaine créée par l'Occident n'est pas formée pour développer l'Afrique, mais pour servir de relais au colonialisme. Bonne journée à toutes et à tous.